Alors merci Claude Raban, mais merci d'avoir accepté de venir. Donc on continue sur la question de la jouissance, qui est une question aussi difficile que fondamentale pour la conduite de la cure. Alors Claude Raban, vous êtes psychanalyste, vous êtes agrégé de philosophie et on entend au travers de certains de vos ouvrages comment votre rapport à la chose analytique se nourrit, s'enrichit d'une pensée philosophique. Vous avez un mode d'expression, un discours qui, pour moi, traduit une pensée qui est toujours en mouvement, qui est ouverte. Et à vous écouter, mon impression toute personnelle, c'est qu'on a l'impression d'entendre votre propre cheminement. Parfois sur un mode un petit peu elliptique, un petit peu énigmatique, mais on suit très bien votre pensée en train de se chercher, et une pensée qui laisse chacun libre de s'en emparer ou pas pour poursuivre à sa façon. Alors j'ai retrouvé de vous un ancien article qui était paru dans l'IB en 2010, en plein débat sur l'homoparentalité, et ça s'appelait « La psychanalyse peut-elle dire la norme ?» Et alors ce que vous disiez me paraît tout à fait important, au-delà de la seule question de l'homoparentalité. La réponse, évidemment, on la connaît tous, hein, la psychanalyse peut-elle dire la norme? La réponse est dans la question. Et pourtant, les gardiens du dogme ne manquent pas. Tout ça pour insister sur votre liberté de penser. Vous avez été membre de l'école freudienne jusqu'à la dissolution, à laquelle vous vous êtes opposé, et c'est là qu'est née la publication des cahiers Entre-temps, où il y a eu 25 numéros de 25, oui, de 80 à 82. Vous y avez participé activement. Il y avait des articles d'analystes qui contestaient la légalité de la dissolution, mais surtout qui analysaient les enjeux psychiques d'un fonctionnement institutionnel et l'inanalysé des transferts. Les réflexions analytiques qui ont accompagné ce moment crucial se sont précisées et ont permis d'aboutir à un acte juridique, celui du référé qui contestait la dissolution. Et c'est là, tout de suite après la dissolution, en 82, que vous avez été un des fondateurs du cercle freudien. Vous étiez 5. C'était la première association qui a été constituée dans l'après-coup de la dissolution. Nous ne sommes plus que 2. Vous n'êtes plus que 2, vous et Pascal Assoun. Et ont disparu Jacques Assoun, Michel Abbaye et Olivier Grignon. Exactement. Actuellement, vous êtes directeur de publication de la revue Quevoy, qui est liée au cercle freudien. Et vous êtes directeur de publication après encore un autre décès douloureux de notre ami Francis Cohen cet été. Exactement. Déjà auparavant, vous étiez directeur de publication de la revue Patio, qui a accompagné la création du cercle. C'est dire l'importance... Et de Yo ensuite. Alors, Yo, je voulais en parler, mais je ne sais pas. Ça a suivi Patio, c'est ça? Oui, enfin, oui, ça a été... Voilà, alors il y a eu Patio, Yo, Quevoy. Voilà, c'est dire l'importance que revêt l'écriture pour vous, la vôtre et celle des autres. Alors, vous êtes aussi écrivain. Entre autres, vous avez publié Inventer le réel, Métamorphose de la mélancolie, Homoparentalité, La frénésie des pères, qui a eu le prix Oedipe, et votre dernier ouvrage, Jalousie. Voilà, et je vais vous laisser la parole. Je vais changer de place pour laisser la place à Geneviève Vialébine, qui sera votre discutante. Et pour, elle peut m'entendre à travers... Je ne sais pas, sans micro, c'est peut-être un peu... On va changer. En tout cas, si j'ai besoin d'une biographie, je vous ferai appel à vous. Voilà, très bien, je suis prête. Je voulais vous dire juste avant que le 1er décembre, exceptionnellement, il y aura une réunion ici, le jeudi 1er décembre, on vient de l'apprendre ce soir, pour présenter mon livre qui est ici, là, Dérive adolescente. Il vient de sortir, oui, j'ai vu ça.
dérive adolescente Oui, j'ai pas lu, de la délinquance oui. au djihadisme. Ah bah très bien. Voilà. Bon, bah faites votre permutation. Pas très commode. Hein. Tu reprends ta veste. Bon. Voilà. Oui. Excusez-moi Facile d'être pour- un peu comme ça, mais sinon je ne peux pas manger à ras non manger, vous parlez à ras de table. Et vous voulez pas qu'on vous mette des... Non, non, ça va, ça va. Je suis très bien calé, là. Posture légèrement lacanienne, bon. C'est comme ça. Alors, vous avez déjà parlé un peu de cette affaire de jouissance, là. Claude Noël Pickman, Claude il y Noël. a eu une séance avec Claude Noël. D'accord. Donc, vous savez déjà tout sur moi. Oui, c'est une drôle d'affaire, hein, cette... Heureusement que vous avez mis... vous dites, avec la jouissance, dans le titre, non? Dans le Vous programme. avez dit jouissance. Vous avez dit Point jouissance. d'interrogation. Vous avez dit. Oui. Oui. Cette histoire de vous, d'ailleurs, c'est... Ben non seulement, en effet, je pense que c'est essentiel de... On ne peut pas se passer, disons, d'y mettre le dire, mais je n'avais pas capté, avant à l'instant présent, le vous, le fonctionnement du vous, qui ressemble d'assez près à quelque chose dont je voudrais parler tout à l'heure, si je peux, qui est le texte de Marguerite Duras, La maladie de la mort, qui est, comme vous le savez peut-être si vous avez ce texte en tête, rédigé sur le mode du vous. Cette adresse à partir d'un locuteur indécis en lui-même. Ce qui pourrait être une relativement bonne introduction à cette question de la jouissance. Pour autant qu'on pourrait, une des premières choses qu'on pourrait dire, c'est qu'en effet, le sujet du locuteur, le locuteur concerné, est presque nécessairement incertain. Hein, bon, alors, j'ai tellement de choses que je ne sais pas exactement dans quel sens je vais prendre cette affaire. Sinon que, pour moi, c'est une sorte de concept que j'appellerais, ce que j'appelle un concept étoile. Parce que dès que on prend un morceau, un brin, une branche, on a immédiatement toute une série d'autres qui se dessinent et on est perpétuellement à des carrefours impossibles. Alors, il y aurait au moins deux lignes de croisement, bon, qui seraient un peu en arrière-plan, sur la première, la plus évidente de certaine manière, c'est la ligne désir, amour, jouissance, hein, avec tous les jeux compliqués qu'il peut y avoir. Qu'est-ce qui empêche quoi? Est-ce que l'amour fait limite à la jouissance? Est-ce que la jouissance empêche l'amour? Est-ce que le désir s'accomplit ou se perd, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première ligne qui n'est pas déjà simple. Et l'autre ligne, ce serait, il y en aurait plusieurs, mais enfin l'autre ligne à laquelle j'avais pensé, c'est disons, nécessité, liberté et jouissance. C'est-à-dire que il y a une dimension de nécessité et aussi une dimension de liberté. Alors, dans tous les cas de figure, et selon les lignes qu'on emprunte éventuellement, on a des contradictions. On a la contradiction immédiate du bien et du mal. Hein, c'est a priori ce qu'il y aurait de mieux et en même temps ce qu'il y aurait de pire.
avant, comme ça, préliminaire, enfin, c'est pas préliminaire d'ailleurs, mais comme arrière-plan, je vous conseille vivement la lecture, si vous ne l'avez peut-être pas déjà faite, hein, d'un texte de Jacques-Alain Miller, qu'on trouve sur Internet, qui est qui s'appelle Les 6 paradigmes de la jouissance, qui est une excellente, à mon avis, façon de présenter l'évolution de ce terme chez Lacan, avec toutes les difficultés qu'il y a au passage. Disons qu'en gros, on prend comme point de départ les premières formulations sur le désir et le signifiant, le sujet, le signifiant qui représente le sujet, pronom signifiant, etc. Donc, qui tourne autour de la question donc, du signifiant et du désir, et où la jouissance n'a pas tellement de fonction. Et puis au fur et à mesure, bon, je passe l'évolution, on aboutit presque à l'inverse, à savoir le lien du signifiant, non plus au désir, mais à la jouissance. Hein? Et donc il y a tout un chemin assez intéressant. Un des résultats dans le monde, si on peut dire, c'est que enfin, ça m'a frappé comme ça. La première chose, alors prenant un peu, et puis en allant voir comment ça se présente sur Internet, etc., c'est que finalement, du point de vue du vocabulaire, le champ semble envahi par l'usage lacanien de ce terme. Hein, quand vous regardez les premières choses qui vous sont renvoyées par Internet, c'est la définition lacanienne. Donc comme si le terme de jouissance était devenu une espèce d'apanage lacanien. Bon, à tort ou à raison, mais enfin c'est assez étrange que ça soit passé comme ça. Donc d'une certaine manière, avec cette espèce de... Ça correspond sûrement à quelque chose, hein, qui est bon, j'essaierai peut-être d'en dire un petit peu si j'y arrive tout à l'heure, si j'arrive jusque-là. Mais donc, on est loin, quand on arrive au bout, on est relativement loin du point de départ qui se répétait, par exemple, quand moi j'avais fait jadis mon analyse, où le slogan c'était le désir, c'est le désir de l'autre. Donc, dans une certaine mesure, existe le désir, enfin au profit de la jouissance, et l'autre, il est renvoyé dans une certaine no man's land de la dite jouissance de l'autre, ou l'autre jouissance. Je ne m'aventurerai pas ce soir sur les nuances de l'ordre dans lequel on relie le grand autre qui n'existe pas, avec une jouissance qui serait au contraire tout à fait consistante. Bon, alors j'ajoute à tout ce que vous pouvez lire de tout à fait précis et simple relativement dans le trajet que fait Jacques Alain dans son cours, vous trouverez ça, c'est le cours du 18 mars 2009. J'ajouterai quelque chose plus spécialement de mon cru sur cette question, parce que une des questions que je me pose et qui recoupe en fait cette question de la jouissance, c'est qu'est-ce qui s'est passé justement, enfin qui permettrait de comprendre un peu le passage, la bascule. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de la scission de 63, c'est-à-dire la rupture forcée par les circonstances, mais enfin la rupture et l'interruption du séminaire sur les noms du Père, bon, qui s'annonçait sous l'égide déjà de Kierkegaard, hein, comme vous le savez,
Bon, et ce qui marque aussi ce moment à partir duquel on peut dire que ça va beaucoup basculer, c'est notamment sur cette question de la jouissance, une équivalence que Lacan fait à ce moment-là entre l'orgasme et l'angoisse. L'angoisse et l'orgasme sont mis comme deux éléments qui se renversent l'un dans l'autre. Ce qui est tout ça qui va certainement aussi changer beaucoup. Alors, ensuite, je vous dis tout de suite que ma question, qui n'est pas liée uniquement à cette question de la jouissance, c'est comment Lacan a navigué entre Spinoza et Kierkegaard. Puisque le séminaire qui suit, c'est-à-dire les 4 concepts, bon, d'une part, est mis sous l'égide de Kierkegaard par le biais du RM et de l'excommunication, bon, donc une certaine identification, disons, que fait à ce moment-là Lacan de sa position dans le social, et d'autre part, bon, ce qu'il maintient, je ne sais pas exactement la première occurrence, je ne peux pas tout vérifier, vous pourrez le faire aussi, mais la première occurrence et la principale référence qu'il fait à Spinoza, c'est la définition du désir. Bon, et ça, je pense que ça se maintient d'une manière ou d'une autre. Il faudra aussi vérifier quelle serait la dernière occurrence pour s'amuser. Enfin, il y a une sorte quand même de pilier assez constant, qui est à peu près d'ailleurs sur ce point la seule chose qui prend vraiment à Spinoza, c'est-à-dire la définition du désir. Le désir est l'essence de l'homme. Donc si on veut savoir ce que c'est que le désir chez Lacan, il faut commencer par là. Enfin, c'est quasiment suffisant pour savoir ce que c'est. Pour lui, le désir, c'est la définition spinozienne. Le désir est l'essence de l'homme, pour autant que, étant affectés par les choses, nous sommes poussés nécessairement à agir. Donc, c'est une version active, hein, du désir en tant que nécessité essentielle de l'être humain d'être poussé. Bon, chez Spinoza, ça correspond, enfin, c'est dans la cohérence de ce qu'il appelle la persévération dans l'être, hein, c'est-à-dire chaque être, selon son essence, fait ce qu'il peut pour ce qui est bien pour lui. On peut tout de suite mettre un bémol, à savoir que qui nous rapproche un peu de la question de la jouissance, à savoir que ce que notre Spinoza au passage, c'est que on a beau savoir ce qui est bien pour soi, puisque c'est la seule règle d'une certaine manière, de faire ce qui est bon pour soi, mais on a beau savoir ce qui est bien pour soi, très souvent on fait le pire. Donc il y a déjà là une sorte de premier mode de renversement qui est associé à la question du désir comme quelque chose qui ne peut pas cesser. Donc quand Lacan dit le désir, ne pas céder sur son désir, il n'est même pas question de céder sur son désir, puisque ça c'est l'essence de ce qui nous porte. Donc, il n'y a pas de point d'arrêt du désir. Pour Spinoza, et de ce point de vue-là pour Lacan, il n'y a que des contrariétés, il n'y a que le fait que, alors que même on sait ce qui est bien pour soi, on fait le pire. Bon, ça, on est placé pour savoir ce que c'est, ce que ça veut dire. Bon, ça c'est le désir, et donc on saute, donc les 4 concepts redémarrent sur le RM, hein, et
on saute tout le séminaire et on déboule sur la dernière page, ou les 2 dernières pages, où on revient à Spinoza, à propos des fameux dieux obscurs, etc. Bon, la Shoah, enfin ce qui ne s'appelait pas encore la Shoah, mais l'extermination, etc. Le sacrifice aux dieux obscurs, sacrifice auquel personne ne peut échapper à cette fascination par les dieux obscurs et par conséquent fasciné par le sacrifice, qui n'est pas dans Spinoza, qui est chez Pascal, mais qui n'est pas dans Spinoza. Donc la fascination par les dieux obscurs, seul peut-être quelqu'un, je repasse tout le passage, il l'avait sûrement en tête aussi bien que moi, Spinoza, peut-être parce qu'il était juif en particulier, a su se hisser à la hauteur de l'amour transcendantal du signifiant. Mais, alors c'est comme vous savez la chute du séminaire, mais c'est trop, enfin Spinoza c'est quand même un peu trop pour nous, c'est trop pour nous, donc blablabla, Kant, ça j'y reviendrai, et puis Kierkegaard, qui est un gentil garçon qui cultive la culpabilité et l'angoisse, etc. Et hop, on revient un peu en arrière sur la nécessité d'en passer par l'angoisse et signifiant primordial, etc. Avec une fin quand même un peu étrange, donc je passe depuis le temps que je me tire-bouchonne la cervelle pour essayer de comprendre ces dernières phrases finales, je ne suis pas sûr encore d'y être arrivé, que on a à l'horizon la signification d'un amour au-delà des limites de la loi hors desquelles il ne peut vivre. Alors on ne sait pas si c'est absolument indécidable de savoir si il ne peut pas vivre hors de la loi ou au contraire, il ne peut vivre que hors de la loi. Enfin en tout cas, il y a cette signification d'un amour. Alors pour nos 3 choses en série de désir, amour, jouissance, l'amour, on voit que, et ça se maintient à peu près tout le temps, sous des formes légèrement variables, que l'amour, c'est une signification. Donc, alors après, comment se produit la signification, etc. etc. Donc, on a cette sorte de autre point, disons, de l'amour comme signification. Bon, oui, la jouissance n'a pas beaucoup de place, là, vraiment, sauf à travers Kant et Sade, enfin Kant avec Sade, pas vraiment Sade, parce qu'il ne parle pas de Sade, mais il parle de Kant comme ce qui... Kant dit, qui sert à marquer qu'on ne peut pas échapper en fait au sacrifice de l'objet. Donc on n'est plus tout à fait dans le sacrifice au dieu obscur, mais l'objet, sacrifier l'objet de la sensibilité, etc. Alors, ceci dit, entre les deux, il y a un point que je considère comme qui serait une sorte de moment optimiste de Lacan, puisque entre Kant, le sacrifice de l'objet, etc., et puis adieu Spinoza, et finalement cette signification d'un amour hors limite, Lacan nous glisse un petit truc qui est justement, qui ne va pas durer tellement longtemps, je pense, qui est que grâce au nom du Père, parce qu'on va quand même, on n'a toujours pas tout à fait lâché notre nom du Père, on peut espérer atteindre ce qu'il appelle, si vous vous souvenez aussi, une relation tempérée, entre l'homme et la femme. Bon. Donc, ce moment assez seul peut-être, enfin optimiste si on croit à la norme de Lacan. Optimiste, relation tempérée. Bon. Alors,
ça ne va pas durer tellement, enfin, ça ne reparaît pas vraiment, hein, ce moment optimiste, mais à partir à nouveau, tout va se dérégler, enfin, si on peut dire, ou se décaler, ou se déséquilibrer, à partir de encore et de la troisième, hein, où on va progressivement introduire justement la question de la jouissance. Et de là, on peut dire, enfin pour simplifier, la division de la jouissance. La division de la jouissance, entre, bon, la jouissance phallique dont on commence à avoir ras-le-bol, et la jouissance autre, qui est plus ou moins, alors bon, là aussi il faudrait regarder un peu tout à la loupe, mais la jouissance autre qui est plus ou moins identifiée et définitivement à la jouissance dite féminine. Bon. Alors, donc, et puis à partir de là, on va jusqu'à la fin, le symptôme, etc. Donc, où la jouissance, à travers les formules de la sexuation, badadi, badada, et dont, à mon avis, il ne se sort pas complètement. Bon, c'est ça aussi que je voudrais vous expliquer, enfin, vous dire ce que j'en pense. Alors, je vais faire un petit pas de côté parce que, comme nous sommes, enfin, pour autant, je ne sais pas ce que nous sommes, enfin, en principe, tout au moins aussi freudien que lacanien, et que, en tout cas, Lacan prétend, enfin, sans raison, se référer à Freud. Bon, la question, alors, chez Freud, évidemment, le vocabulaire, Freud n'était pas tellement fixé sur son vocabulaire. Je ne dirais pas qu'il s'en foutait, mais comme l'essentiel pour lui, c'était de rester au ras du discours de tout le monde, il a toujours mis énormément de temps à fixer des concepts. Bon, donc, une fois qu'il avait mis la main sur l'affaire Dreymound, qui lui venait de Herbart, et puis de la Défense, bon, ça lui a suffi pendant un grand bout de temps. Ça lui a suffi sur un grand bout de temps, jusqu'à ce que, en 27, il sorte l'affaire Dreymound, après avoir usé du verbe des milliers de fois. Bon, c'était ça son truc. Hein. Il utilisait un mot 100 et 1000 fois, et puis au bout d'un moment, il se disait, ah bah oui. Il disait, oui, ça fait un concept, allez, hop. Et donc, ça a donné l'affaire Dreymound, et après, Lacan est allé rechercher l'affaire Werfung, qui n'était pas du tout, enfin, dont Freud n'avait pas du tout, hein. Bon. Alors, mais néanmoins, les choses y sont, et précisément la question de la jouissance, et donc, je ne vais pas revenir en détail, parce que vous avez sûrement, comme moi, mieux que moi peut-être, les choses en tête, enfin, en tout cas, celui auquel je veux vous renvoyer, c'est l'homorat. C'est l'homorat parce que là, on a vraiment tout ce qu'il faut. On a vraiment tout ce qu'il faut pour une définition freudienne de la jouissance. Et donc, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de comparer, parce qu'il y a des nuances subtiles entre la version publiée, les remarques sur le cas, etc., et les notes, bon, qui sont très proches. Hein, je veux dire, il a publié quasiment ces notes, qui sont... je veux dire, en redisant ça, à quel point le travail... Personne ne fait plus ce genre de travail. De noter absolument tout, du patient, de ses paroles, de ses mimiques, etc., de ses réactions, de ses etc., jusqu'à arriver à décortiquer tout le système du symptôme, etc. C'est incroyable. Hein. Je crois qu'il n'y a plus personne n'a jamais fait ça. Bon, en tout cas, là, et puis bon, c'est juste le point, le nœud du symptôme qui peut nous intéresser là.
Donc je vous rappelle un peu, là, s'il le faut, là j'ai recopié les passages, mais, donc, qui est autour de la formule principale, qui alors elle est recopiée texto sans modification, de cette manifestation d'une jouissance. Alors le mot qui est traduit par jouissance avec, je pense, assez de pertinence, c'est Lust. Lust, qui est une connotation forte du principe, mais qui dans d'autres cas se traduit par plaisir. Hein. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une différence de vocabulaire, sauf contextuelle, hein, entre le Lust principe et le Lust en l'occurrence là. Bon. Sauf que justement, l'important c'est qu'elle est unbekannt, on dit ignorée, enfin elle est inconnue, exactement, elle est unbekannt. Alors, pourquoi? Parce que, mais comment c'est introduit? Ce malheureux patient, il commence à implorer Freud de lui épargner le récit. Hein, lui épargner le récit. Alors, ça, c'est sous l'égide de quelque chose. Alors, ça, c'est constant chez Freud, c'est toute la gamme du mot autour de Grausam. Grausam. Ce qui fait l'objet, la chose, l'enjeu de la chose, c'est le Grausam, qu'on retrouve par exemple, enfin, dans différentes circonstances, et en particulier dans la tête de Méduse. C'est-à-dire que ce sentiment du Grausam, de l'affreux, et l'effroi serait plutôt Schreck, enfin, si on veut faire une différence. Donc là, c'est encore, il y a des nuances, quand vous regardez la tête de Méduse, il y a des nuances, parce qu'entre le Grausam, qui est visiblement le plus profond, c'est-à-dire ce à quoi on peut le moins facilement accéder, puis il y a le Schreck. Le Schreck, c'est l'effroi, mais dans la tête de Méduse, qui est de 1920, enfin qui est publié plus tard, mais enfin qui a écrit en 1920, il y a une nuance, parce que le Grausam, ce qui est vraiment l'effroi, si vous voulez, enfin il faut choisir, c'est l'horrible, c'est l'horrible, c'est exactement, c'est ce qui est intéressant, parce qu'on est tout de suite dans des dimensions corporelles, c'est le frisson. C'est le frisson, mais le frisson d'horreur. Hein, le frisson d'horreur. Alors, dans la tête de Méduse, c'est ce qui fait l'objet du Grausam, c'est la vision de la castration. C'est la vision de la coupure du sexe féminin. En revanche, il y a une étape un peu intermédiaire ou supplémentaire, si on peut dire, c'est que quand on met plein de serpents sur la tête de la Méduse, c'est déjà une consolation. Hein, alors, effectivement, c'est effrayant, on a du Schreck, mais c'est plus tout à fait le Grausam. C'est plus tout à fait l'absolument horrible et qui vous fait absolument frissonner. Donc les serpents, oui, ça un peu trop, ça vous fout un peu la trouille, mais il y en a tellement plein que c'est quand même une espèce de consolation si on suppose, bon, ne nous attardons pas là-dessus, mais si on suppose que c'est l'absence de pénis qui serait la chose. Donc plus il y en a, plus évidemment on serait consolé, dans un sens. C'est pas absolument évident, mais parce qu'on peut considérer aussi que c'est plein de pénis, c'est quand même aussi ça pourrait être aussi une drôle d'affaire. Bon, point trop n'en faut. Bon. Alors, ceci dit, pour en revenir à l'Homora, donc c'est du Grausam. Hein, c'est du Grausam. Et il introduit en effet la chose en disant à Freud que ce fameux capitaine, etc., sur laquelle après il y a aussi plein d'aventures de dettes et machin, mais bon, mais en s'en tenir à ça, ce capitaine lui a raconté une histoire absolument Grausam. Lui-même, ce capitaine est un type Grausam, enfin un type qui aime ça, qui aime le Grausam, qui aime l'horrible. Bon. Et il lui a raconté une histoire absolument Grausam, et il supplie Freud de lui épargner
de lui épargner le récit de la chose. Dispensez-moi de vous donner les détails. À quoi Freud? Alors c'est très intéressant parce que Freud dit écoutez, moi, le Grausam, ça, c'est pas mon truc. Hein, ça, je suis pas du tout Grausam. Je suis pas du tout intéressé par le Grausam. Bon, donc, je m'implique pas dans cette affaire de Grausam. Néanmoins, je ne peux absolument pas vous dispenser de la réalité. C'est-à-dire, je ne peux absolument pas vous dispenser de dire ce qu'il y a, la chose. Parce que c'est l'exigence même de la cure. Donc, il utilise une expression assez sympathique, d'ailleurs, qui doit faire une espèce de locution populaire, où il dit autant me demander de vous apporter 2 comètes. Donc, il n'est pas. Alors, c'est intéressant parce que c'est là où il y a une nuance d'ailleurs. Où il parle de. Il y a la version des notes, il utilise le mot Macht, la puissance. Donc, je n'ai pas la puissance, je n'ai pas le pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir de vous en dispenser parce que je n'ai pas le pouvoir sur ces choses-là. Et puis, la version publiée est légèrement nuancée, un peu plus, où il dit ça n'est pas à ma disposition. Une petite nuance entre le marque, le pouvoir, la puissance et la disposition. Donc en tout cas, c'est pas bon. En tout cas, je ne peux pas vous dispenser, mais en tout cas, moi, soyez sûr que je ne vais pas jouir de ce que vous allez me raconter. Et un peu plus loin dans le texte d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Freud dit ce qui prouve qu'il avait bien entendu ma remarque, c'est que à un certain moment, ce monsieur a fait un lapsus en m'appelant au capitaine. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, avec beaucoup de difficultés, il se lève, il se rassied, il finit par raconter sa petite histoire, avec une sorte de mimique corporelle, qui suffoque un peu Freud. Et là aussi, il y a une nuance intéressante entre les deux, parce que ce qu'il note le plus spontanément, c'est qu'il fait une Sonderbare mine. C'est-à-dire qu'il fait une drôle de bruit, une drôle de mimique. Mine, c'est la mine. Il fait une drôle de bruit. Et dans le texte publié, c'est un peu plus développé, comme s'il voulait décrire un peu la chose, où il dit il fait un visage Zusammengesetzt. Alors ça, c'est aussi intéressant parce que c'est Zusammengesetzt, chez Freud, ça a aussi une fonction assez importante. C'est ce qui est assemblé. En fait, c'est quelque chose qui évoque plutôt l'idée d'une sorte d'écriture, en fait, qu'on pourrait déchiffrer, quelque chose comme ça. Il y a des mouvements du visage, des muscles du visage, qui est une sorte de composition. Voilà. Une sorte de composition. Et, dit-il, que je ne peux que... Alors là, aussi, il y a aussi une petite différence entre que je ne peux que résoudre, ou que je peux interpréter. Enfin, lösen, c'est peut-être plus intéressant encore qu'interpréter, c'est-à-dire il y a une solution. C'est la mimique corporelle comporte éventuellement une solution, et la solution, c'est qu'il y a une jouissance. Sa propre jouissance est inconnue. Alors, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce que ça nous mène loin, mais chez Freud, bon, il y avait eu il y a quelque temps une émission que j'avais retrouvée aussi sur Adèle Van Rett qui avait fait une émission qui s'appelait La jouissance sur le divan, où il y avait Rodinesco et Jean-Luc Nancy. Et Rodinesco, au passage, dit « Ah oui, chez Freud, il n'y a pas de réel, etc. » Ce qui est absolument faux. Ce qui est absolument faux, y compris sur ce point, justement, de l'inconnu. Parce que depuis... Alors,
si on extrapole un tout petit peu, il y a, ça émerge, ça s'inscrit dans le rêve sous la forme de ce que Freud appelle l'ombilique. L'ombilique, c'est ce qui, précisément, nous met au bord de l'inconnu, au bord de ce qu'on ne peut pas connaître, du non. Et donc, ce qui se relie à ce qui... Après, bon, c'est compliqué parce que ça nous renvoie à Schopenhauer, au Kern unseres Wesen, au noyau de l'être. Et c'est par là aussi alors qu'on va retrouver Spinoza. Mais donc cet inconnu, ce non reconnaissable, qui est le réel, hein? Donc qu'est-ce que c'est que le réel? En l'occurrence, on voit que c'est le réel de la jouissance, hein? qui en tant que tel demeure inconnu, au sens où ça ne peut pas être connu. Alors, naturellement, il utilise, je vous dis, le vocabulaire, il ne faut pas trop non plus s'effrayer de ça, et de l'imperfection, on préférerait autre chose, mais il emploie, parce que 1909 et même avant, il n'est pas tellement sorti de l'affaire Dreng, donc il dit, et de la censure. Il dit que c'est soit, c'est faire Dreng de Lust, donc la jouissance refoulée. Bon, peut-être qu'aujourd'hui on aimerait le dire Verworfen, Forclose, peut-être, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, il dit faire Dreng, ça lui suffit, et c'est recouvert par la censure. Donc, la jouissance, on n'y accède pas du tout comme ça. On n'y accède pas du tout comme ça. Et sinon, alors, où est-ce que c'est intéressant? Parce que ça met en jeu directement le corps. Ça ne peut que passer par le corps. Hein? Et donc là, on revient à Spinoza. C'est-à-dire qu'il y a une seule substance. Il y a une seule substance qui est le corps, qui est la seule chose qu'on trouve dans l'esprit. Hein, si vous ouvrez le chapitre de Spinoza de l'éthique sur l'esprit, qu'est-ce que vous avez dans ce chapitre sur l'esprit? Vous avez le corps. Vous avez l'idée du corps. Vous avez l'idée du corps. C'est pour ça que quand même, je disais que c'était tout à fait pertinent d'avoir mis à le dire, parce que c'est vrai que la jouissance, au fond, elle est, a priori, elle est fort close, et qu'en même temps, on est bien obligé d'en avoir une idée. On est bien obligé d'en avoir une idée. Mais on en a une idée par le corps. Quand le corps s'en mêle. Alors, si on réfléchit, bon, il y a cette mimique, ces convulsions, ces frissons, ces soubresauts. Hein, il y a quelque chose dans la sexualité qui se traduit par le frisson, par le frémissement, par le tremblement. Hein, il y a un conte de Grimm que j'aime beaucoup, qui raconte l'histoire d'un garçon complètement phallique, on pourrait dire. Enfin, un héros sans peur et sans reproche. Sans peur et sans reproche, et il s'en va de par le monde, il terrasse des dragons, des monstres, etc., sans jamais trembler, et traverse toutes ces horreurs sans éprouver le moindre, justement, effroi ou tremblement, etc. Pourquoi est-ce qu'il était parti dans le conte? C'est que finalement, il voulait quand même savoir, parce qu'il avait un frère, qui était un frère, fils de roi naturellement, il avait un frère qui était parfaitement adapté au monde, hein, un garçon, fils parfait, héritier parfait, etc. Sauf que le malheureux garçon, il avait la trouille,
il n'aimait pas s'enfoncer dans la nuit, dans les ténèbres. Il ne voulait pas aller dehors la nuit parce qu'il disait ah, j'ai peur, je tremble, je frissonne. Alors c'était aussi quelque chose sur Grausen, sur le Grausen. Alors l'autre, il ne comprenait même pas, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Pour lui, ça n'existait pas. Mais sauf qu'à un moment, il a dit quand même à son père, écoute, son père lui dit, prends quelque chose, parce qu'en fait, il était une espèce de bon à rien, de voyou. Alors, il dit à son père, écoute, moi, il y a quand même quelque chose, je voudrais bien apprendre un peu, qu'est-ce que ça veut dire que trembler comme ça? Alors, pof, il part à l'aventure dans le monde, etc. Puis, sans jamais arriver à faire cette expérience de tremblement, du frisson, le grand frisson. Jusqu'au jour, finalement, il arrive, histoire classique, le roi du coin, il dit, si un monstre quelconque, si tu arrives à nous débarrasser de ce monstre, tu auras ma fille, en récompense. Ce qui a lieu, etc. Et bon, puis, il épouse la princesse, tout ça. Toujours rien. Alors, toujours rien. Et au point que sa femme commence vraiment à en avoir marre. On pourrait lire absolument tout à l'heure, si on se plonge dans Duras, on pourrait lire complètement en contre-prince les choses. Justement, d'ailleurs, il y a un moment, je ne sais plus quel passage, où Lacan dit à propos de la pulsion de mort, il dit finalement c'est grotesque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de grotesque en même temps dans cette question, dans ces questions de la jouissance. Et donc, il continue à bassiner sa femme en disant mais qu'est-ce que c'est, je ne toujours pas tout. Alors, il y a une servante un peu plus maligne, comme souvent les servantes, elle dit à sa femme, écoute, attends, tu vas voir, tu vas y arriver, on va y arriver. Alors, elle va simplement en pleine nuit, il fait froid, etc. Elle va prendre un seau d'eau froide dans la rivière avec des poissons dedans, des goujons, ça qui frétillent, et hop, elle soulève la couverture et elle balance le seau d'eau sur le garçon, qui se réveille et qui vraiment se met à frissonner. Et là, il connaît en effet, il dit, ah, ma femme, je sais enfin ce que c'est que de gruseln, que de trembler. Donc, il est devenu humain comme ça. C'est-à-dire que ce passage par le Grausen, par le Gruseln, c'est le devenir humain, en réalité, par quelque chose dont on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Donc, oui, je perds trop mon fil. Donc, la jouissance, elle est... Oui, c'est ça. Quels sont les deux... Au fond, il y a les signes corporels. Il n'y en a pas tellement. Enfin, il y a le frisson en général, il y a ces réactions comme ça, le tremblement. Mais sinon, pour la jouissance, et en particulier la jouissance sexuelle, il n'y avait que deux signes dont l'ambiguïté est manifeste. Ce sont les larmes et le cri. Et si on fait déjà un pas dans le texte de Marguerite Duras, que je résume rapidement pour ceux qui ne l'ont pas lu ou relu, c'est en fait un texte en écho de sa relation avec Jan Andrea, qui est un garçon homosexuel avec qui dont Marguerite Duras était amoureuse. Et bon, néanmoins, sa grande répugnance manifestée par elle à l'égard de l'homosexualité. Donc c'est l'histoire le texte, là, c'est l'histoire d'un... Justement, ça ressemble un peu aussi à ce que je vais raconter, parce que c'est un garçon dont on suppose qu'il y a juste un petit mot enfin, par le contexte, on peut le comprendre, le présupposer, homosexuel, qui n'a jamais connu de femme. Sauf que là, dans l'histoire de Duras, il paye, enfin, il trouve quelqu'un une femme qui accepte le deal, qui
paye pour voir, pour faire l'expérience de ce qu'il ne connaît pas, de, disons, de la jouissance féminine. La première fois, enfin, donc il y a tout un déroulement précis, et la première fois, enfin, il dit que il réussit à faire, enfin, c'est pas qu'il réussit, il fait un peu, malgré lui, il fait jouir cette femme qui crie de jouissance. Alors ça, non. Je ne veux pas t'entendre crier. C'est le premier point. Il ne faut pas qu'il y ait cette manifestation spontanée de quelque chose du cri. Ce qui n'empêche que dans la description de Duras, c'est lui qui pleure, qui ne cesse de pleurer, y compris dans l'indication qui est donnée de l'éjaculation, où c'est assez beau d'ailleurs de la part de Duras de dire que son pénis pleure son éjaculation. Donc il y a des larmes dans l'éjaculation masculine. Moyennant quoi, il y a quelque chose qui met l'accent là-dessus, qu'il ne peut pas voir, qu'il ne peut pas voir, qu'il ne voit pas, qu'il ne peut pas voir. Donc il y a quelque chose sur cette question du regard, de la jouissance de l'autre, qui est impossible. Ce qui fait que quand à un moment, il dit, mais comment ça se fait que tu as accepté ce deal, ce contrat? Alors elle dit, parce que c'est là où il y a déjà un point intéressant, parce qu'elle lui dit, dès que je t'ai vu, j'ai su que tu étais malade. Qui lui dit ça? Cette femme. À cet homme. Elle lui dit, dès que je t'ai vu, j'ai su que tu étais malade. Alors, mais c'est de quelle maladie? De quelle maladie il s'agit? Et c'est là où elle dit la maladie de la mort. Ce qui est quand même un peu inquiétant, parce que 82, c'est le sida. Donc elle lui dit, c'est une maladie que tu ne sais pas, dont tu ne sais pas que tu l'as. Et quand on en arrive au point où la jouissance de cette femme, peut-être que je le dirai, c'est un très magnifique passage de la description de la manière dont la jouissance envahit, remplit le corps de cette femme et se traduit par une sorte de manifestation du corps qui est écrit de telle façon que, puisque c'est sous la forme du vous, on ne peut pas vraiment savoir qui voit ce qu'elle nous fait voir. On ne sait même pas vraiment si cet homme, au point que dans l'émission, parce que l'émission à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, dans cette émission où il n'est pas question de tout le reste du texte, il n'est question que de ce passage, Jean-Luc Nancy dit on ne peut pas savoir si c'est effectivement une femme ou un homme qui voit ce qu'on voit. Bon, dans le fil du texte, ça devrait être l'homme, mais c'est pas absolument évident.
c'est pas absolument évident, et en tout cas, même comme ça, à lecture, on peut se dire que c'est plutôt une vision de femme sur une jouissance féminine que celle d'un homme. Alors, non, parce que le micro ne marche pas. Non. Bon. Mais comme je suis un peu plus haut, ça devrait marcher. Donc, oui. Alors, je reviens à mon point de vue, c'est-à-dire comment parce que pour Lacan, si vous voulez, il y a au fond les questions que je me posais sur un peu au-delà de ça, sur que devient Spinoza. Parce qu'il se réfugie, c'est comme pour un temps, il se met un peu à l'abri de Kierkegaard, mais Kierkegaard, c'est quoi? Kierkegaard, c'est la question de l'angoisse, c'est la question de la culpabilité, et c'est le renoncement. Hein, c'est le renoncement à l'origine. C'est le renoncement à l'origine. Donc, avec Kierkegaard, il y a quand même, du renoncement dans l'air. Hein, il y a du renoncement dans l'air. Bon. Par un effet assez étrange, d'ailleurs, Kierkegaard n'est jamais cité par Freud. Bien que chronologiquement, c'eût été parfaitement possible. Bon, puisque Kierkegaard a été traduit en allemand dans les années 1900 et quelques. Donc, mais bon, pour une raison sur laquelle on peut s'interroger, il n'y a pas une seule mention de Kierkegaard. Alors, mon idée, enfin, que j'essaie de voir vers eux, c'est que malgré tout, Lacan n'a jamais lâché Spinoza. Tout en disant que c'était un peu trop, je pense que il a quand même toujours maintenu Spinoza à un certain niveau d'idéal ou de hauteur, et notamment dans l'utilisation mathématique. Puisque pour Spinoza, il y a deux points de repère qu'il aime bien prendre. C'est premièrement le triangle. Les angles d'un triangle sont égaux à deux droits, et ça, vous ne pouvez rien y faire. C'est comme ça partout et toujours, et de toute éternité et à jamais. Donc vous ne pouvez jamais faire qu'un triangle n'ait pas cette propriété. Et de la même façon, l'autre exemple, c'est la pierre qui tombe. Si une pierre tombe forcément en suivant la loi de la pesanteur, et dit Spinoza, si elle penserait qu'elle tombe librement. Donc la liberté dont nous disposons, c'est celle de la pierre. Ce qui fait que côté jouissance, ce qui est quand même très intéressant, bon, je suis un peu en zigzag parce que sinon je n'arriverai jamais, ce qui est quand même très intéressant, c'est que dans les échanges, notamment de Spinoza, sur la question du mal, parce que la question du mal est évidemment inséparable de la question de la jouissance, vous trouvez des formules qui sont strictement sadiennes. C'est-à-dire que il y a tout un passage à l'adresse de son correspondant qui est un idiot tel qu'à un moment, Spinoza dit c'est pas la peine, hein, on arrête l'échange parce que vous ne comprenez rien à ce que je dis, ça ne sert à rien. Mais que cette nécessité de la pierre qui tombe, c'est que, ou du triangle, c'est que jamais on ne peut vouloir sortir quelqu'un de sa propre nécessité. Et dit-il en toutes lettres, bon, si quelqu'un a cette nature, enfin, est tel que il aime se faire crucifier, ben, qu'il le fasse. Et s'il prend son pied en tuant, eh ben, qu'il le fasse. Il n'y a pas à projeter sur l'autre, l'idée d'une jouissance qui ne serait pas la sienne. Naturellement, il y a bien de la différence entre ce que peuvent obtenir éventuellement ces pervers, disons, et ce que moi, si vous suivez mon chemin, je vous montre qu'on peut obtenir de la jouissance de Dieu. Mais chez Spinoza, la jouissance de Dieu,
c'est pas grand-chose en fait, parce que, hormis le corps, puisque tout ce que nous pouvons faire dans l'existence, c'est par le corps. C'est tant qu'il y a du corps, tout est possible de savoir, de connaître, d'exister. Au point qu'il y a cette grande, c'est pas exactement une prosopopée, mais enfin une sorte de grande scolie sur ce que peut le corps, que nul ne peut aller savoir ce que peut le corps. Il y a une potentialité absolument en fait infinie, sauf que quand il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qu'un petit bout de quelque chose qui est l'éternité, mais l'éternité, il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus d'imagination, il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien que rentrer dans le grand immensité de l'amour divin qui n'est que la manière dont Dieu s'aime lui-même. Alors, c'est vrai que pour Lacan, ça reste quand même trop. Ça reste quand même trop. Et que, bon, quand je ne peux pas parler éternellement, bien que nous soyons éternels, il y a, je pense, quand même une espèce de limite qui est mise par lui, enfin, ou malgré lui, qui est mise un peu à la façon de Duras, c'est-à-dire que je pense que, enfin, il y a plusieurs façons de voir les choses. Il doit beaucoup à Duras, c'est sûr, et notamment dans le fait que, dans cette affirmation, qu'on ne peut pas savoir ce qu'il en est de la jouissance des femmes, et que les femmes elles-mêmes ne sont pas, alors ça, ce ne serait peut-être pas tout à fait vrai de Duras, les hommes elles-mêmes ne sont pas capables de nous dire ce qu'il en est de leur jouissance. Mais au fond, il n'y a que ça qui nous intéresse, qui nous intéresserait, et au fond, on ne peut pas sortir de cette coupure, de cette scission de la jouissance, hein, où il y a la jouissance phallique qui est un peu plan-plan, finalement, et puis quelque chose, cette autre jouissance dont les femmes seraient... Alors, ce qui suppose... Et donc on peut s'interroger, moi je n'ai pas du tout d'idée là-dessus, mais on peut quand même s'interroger sur les raisons qui ont pu faire que Duras passe la fin de sa vie avec Yann Andrea, qui à Trouville allait tous les soirs et toutes les nuits rencontrer les jolis garçons des bars, et puis revenir s'engueuler un peu avec Duras avant de s'endormir. Bon, qu'est-ce qui se faisait? Sauf que on peut s'interroger sur aussi les résistances de Lacan à voir autre chose que la relation hétérosexuelle. Si on remonte, on peut revenir au séminaire sur le transfert et aux commentaires du banquet de Platon. C'est fort intéressant sur cette question parce que il essaie de répondre lui-même à l'objection qu'on peut lui faire, mais comment vous avez l'idée d'aller chercher dans cette relation pédérastique classique qui est décrite dans le banquet, hein, pour aller chercher une certaine vérité de l'amour. Hein, mais puisque il dit nommément, bon, Socrate dit je connais un peu, je connais la seule chose que je connaisse. Alors c'est là où je retrouve la question du savoir. Hein. La seule chose que je connaisse, dit Socrate, c'est concernant les choses de l'amour. Mais qu'est-ce qu'il connaît des choses de l'amour? Ce qu'il connaît, et c'est ça qui aussi intéresse en fait Lacan, c'est-à-dire il n'y a rien sur le contenu, il n'y a rien sur les affects, on pourrait dire. Il n'y a que des questions de position.
la formule de Socrate s'explicite en disant ce que je sais, c'est reconnaître où est l'aimé et où est l'amant. Et c'est dans cette position, alors au point que, ça m'a beaucoup étonné d'une certaine manière, mais ça permet de comprendre pas mal de choses. Lacan dit d'une part, moi aussi j'en sais quelque chose, hein, je suis comme Socrate, j'en sais un bout sur ce que c'est que l'amour. Mais ce qu'il a dit, encore une fois, ce qui compte, c'est pas les affects, c'est pas le sentiment, c'est pas la jouissance non plus, c'est les positions. C'est les positions qui sont tout à fait réglées, organisées entre l'aimé, qui fait l'objet des attentions de l'amant, qui lui apprend, qui est un petit peu plus âgé, selon des règles assez précises. Ce qu'en ressort Lacan, c'est quand même assez étonnant, je ne suis pas sûr que ça a été tellement souligné, c'est l'idée du neutre. C'est-à-dire que les deux, finalement, sont neutres dans cette relation. Ils deviennent neutres. Alors, que Lacan prend soin de préciser en disant c'est ce neutre qui est, en français, masculin. Comme en français, il n'y a pas de neutre. Donc, ils disent, il y a effectivement un usage du français qui est d'utiliser comme neutre le masculin. Et donc, il dit en effet que ce qui se produit dans cette relation décrite par le banquet, c'est une relation neutre. D'arriver à faire que les deux partenaires soient en quelque sorte au neutre. Bon, il laisse à penser pas mal de choses. Y compris alors on est quand même qu'en 60, hein, donc la dépénalisation de l'homosexualité, c'est beaucoup plus tard, hein, on est encore loin. Mais je pense que, en tout cas, Lacan pour le moins, mais il y a quelque chose qui s'est maintenu. Je pense qu'il y a eu une espèce de torsion qui s'est faite déjà à ce moment-là où il dit, prend soin de préciser, parce qu'il se fait l'objection à lui-même, on lui a fait, enfin, comment prendre cette relation pédérastique comme modèle. Et il dit oui, mais de toute façon, il ne sert à rien de dire que c'était culturel, etc. Ça n'en reste pas moins de la perversion. Donc l'homosexualité reste une perversion. Et je pense que c'est quelque chose qui se maintient, quelque chose qui se maintient dans toutes les élucubrations. Alors, pour être complet, il faudrait absolument, évidemment, repasser par Bataille, parce que toute la discussion avec Bataille, qui est un long débat, hein, qui n'a jamais cessé d'une certaine manière, bien que Bataille cesse d'être nommé à un certain moment, ça se manifeste dans le privilège, c'est ce qui est quand même assez étonnant par rapport à ces questions de jouissance. Enfin, c'est pas vraiment étonnant, mais en tout cas, c'est comme ça. Le privilège que Lacan accorde à la perversion. La perversion, c'est, dit-il, c'est ça qui nous montre ce que c'est que la passion humaine et la béance du désir, qui est encore à l'époque mis sur le désir. Donc la béance du désir, et qui devient la béance entre les deux jouissances, en fait. Qui devient la béance entre les deux jouissances, et qui, à la manière de Duras, doit absolument se régler, en fait, dans la relation hétérosexuelle. Donc, il y a ce privilège de la perversion, bon, il l'assume tout à fait sous cette forme-là, au point de dire que la perversion, c'est le symptôme, d'une certaine manière, le plus fragile, car il peut se renverser. Il peut se renverser.
Et ce qui est vrai, ce qui est d'autant plus vrai que si on revient à Bataille, hein, bon, ce qu'on peut mettre en pendant, on pourrait dire, à la jouissance de l'Omora, c'est ce que Bataille décrit devant ce fameux supplice des 100 morceaux, où il dit que cette photo qu'on lui avait communiquée l'a tellement renversé que ça a produit le phénomène d'extase. Donc, la jouissance, elle est effectivement du côté de l'extase, et non pas simplement du plaisir. Et c'est en ça qu'elle est, hein, c'est en ça qu'elle est terrible. C'est en ça qu'elle est terrible. Bon, je crois que vous voulez que je m'arrête là. En tout cas, merci. Merci de vous arrêter sur l'extase comme ça. Mais, enfin, moi, c'est bien difficile de discuter après toute... enfin, je ne suis pas philosophe, hein, mais ce que vous nous dites avec force et que vous avez répété tout au long de qu'on a entendu en tout cas tout au long de votre travail, c'est qu'il n'y a de jouissance que du corps. Là, vous avez vraiment beaucoup insisté là-dessus et vous nous l'avez démontré. Par ailleurs, vous avez, avec à juste titre, été étonné de trouver sur Internet une définition de la jouissance par Lacan. Je me dis que ça n'a rien d'étonnant parce que tout de même, bien sûr que Freud, il l'a repéré sous toutes ses formes avec l'Omora. Quand il a repris les écrits du président Schreiber également, par conséquent, il connaissait la chose, Freud, mais il n'en a pas fait un concept. Vous pensez qu'il en a fait un concept ? Alors, je pense qu'il en a fait un concept un peu obscur, enfin, qui n'a pas eu le temps d'élaborer vraiment. En tout cas, c'est comme ça que moi je comprends la fin de l'article 37 sur l'analyse finie et infinie. Quand il parle, alors il emploie un terme qui a valeur de concept, bien que ce soit un concept terminal, qui est le terme de « appelez-nous ». Appelez-nous, qui est le rejet. Enfin, ça pourrait être une sorte de forclusion. Ça pourrait être un équivalent de la forclusion. Qu'il appelle à ce moment-là l'appelez-nous du féminin chez les deux sexes. C'est-à-dire que je pense, enfin, c'est ma dernière idée, que je pense qu'on pourrait l'interpréter comme l'autre jouissance. C'est-à-dire qu'il y a une autre jouissance qui est refusée, dans le même sens qu'il avait pu le dire de la jouissance de l'Omora, qui est refusée, mais par les deux sexes. Par les deux sexes, et sous une espèce de forme croisée, où il dit que ce que chacun des deux sexes repousse, c'est ce qui est chez l'autre. C'est la jouissance de l'autre au sens où c'est croisé, c'est pas plus... C'est réciproque. C'est réciproque. C'est réciproque. Et alors, ce terme d'appelez-nous, il n'est pas utilisé avant, je crois. Et c'est intéressant parce que c'est l'envers de Anlehnung. Anlehnung, c'est l'étayage. Anlehnung, c'est ce qui a été repris notamment par la planche, etc. C'est l'étayage, c'est-à-dire c'est l'appui que l'être humain prend sur l'autre. Donc toute la construction, d'une certaine manière, de la sexualité
tient sur l'anlenum, sur l'étayage qui est dans les l'Entwurf, les écrits premiers, c'est le Nebenmensch, c'est l'autre, hein, l'autre bienveillant qui vient protéger, faire barrière à ce qu'on appelle l'Hilflosigkeit, c'est-à-dire l'Hilflosigkeit, c'est quoi? Oui, c'est l'appel du néant, on peut dire, c'est l'appel du néant. Donc, qu'est-ce qui revient? C'est ça, c'est la question du néant. Qu'est-ce qui revient dans la jouissance? C'est la question du néant. Avec ce point de départ, quand même, ça, je crois que c'est vraiment ça le truc incroyable de Freud, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il faut aller chercher ça? Alors que, évidemment, pour avoir un pas dans l'impossible, dans ce qu'on arrive, dans le réel, dans ce qu'on ne peut pas avoir autrement. Donc, il y a cette espèce de folie que c'est dans le rêve qu'on en a la trace et qui ne sera, enfin, dont on arrivera à coincer quelque chose seulement dans l'Orferdringung. C'est-à-dire, on va arriver une espèce de pince à néant, si on peut dire, de l'Orferdringung. On va coincer ça dans un peu de signifiant, n'importe quoi d'ailleurs,